Moi aussi. Ouais, Ok. vous faites tous les deux. Ok, d'accord. Okay. L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leur projet d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Lors de ma première année d'école de communication, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage chez Tomogro, une jeune start-up d'agriculture urbaine. Camille et Jérémy sont passés par plein d'étapes avant de réussir ce beau projet. Et aujourd'hui, je voulais parler de défaites entrepreneuriales, mais aussi et surtout de réussites comme la vôtre. Donc je vous laisse vous présenter. Ok, bonjour, moi c'est Camille, donc cofondatrice avec Jérémy de Tomogro. J'ai 28 ans. Et du coup, je suis ingénieure agronome spécialisée en marketing com, et chez Tomogro, je gère principalement la partie communication, commerce et végétal. Et moi, c'est Jérémy Delbar, j'ai 29 ans, j'ai cofondé Tomogro avec Camille. Je suis ingénieur généraliste de l'ICAM avec une spécialisation en automatisme et industrialisation. Et ensuite, Tomogro, je suis en charge de tout ce qui est tech et industrialisation de nos machines pour qu'on consomme le moins possible et qu'on produise le plus vite possible. Est-ce que vous pouvez résumer Tomogro en 2-3 phrases ? Yes. Du coup, Tomogro, c'est des micro-fermes qu'on implante directement en magasin, donc des micro-fermes autonomes et connectées, pour que le consommateur puisse récolter lui-même ses produits frais. L'objectif, c'est d'avoir des produits ultra frais à portée de main, puisque ça continue de pousser directement dans le magasin, et le consommateur va récolter lui-même ses produits. Du coup, l'idée, c'est vraiment de développer une filière locale à l'échelle nationale, puisque chaque plante a poussé au plus près du consommateur dans son supermarché. Ouais, et ça, c'est des très belles valeurs qui sont de plus en plus prisées par les citoyens. Tout le monde a envie de manger frais, local et de bons produits, quoi. Et avant ça, du coup, vous avez eu tous les deux d'autres aventures entrepreneuriales. Vous avez eu d'autres projets avant, ou est-ce que c'était votre premier vrai projet Tomogro ? Alors moi, c'était pas mon premier projet, Tomogro. Tomogro est né justement à la suite du premier confinement. J'avais un autre projet qui était dans l'idée d'un micro-potager autonome pour les particuliers, un peu à l'image de ce qu'on peut voir aujourd'hui chez Boulanger ou chez Darty. Ce projet est tombé à l'eau du fait du confinement, mais de cet échec, qui en fait est rené une idée vraiment plus ambitieuse, qui était Tomogro, qui est née du fait que durant le confinement, on a pu voir les limites de notre capacité alimentaire. Et on s'est dit pourquoi pas avec Camille de réaliser ce système, de cultiver là où est le consommateur vraiment, et arrêter de faire un gadget, mais plutôt faire quelque chose qui a un véritable impact en termes d'environnement et de sens. Et pour le coup, pour toi, Jérémy, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir eu ce petit échec du premier projet ? Parce que est-ce que ça t'a permis de te dire ok, maintenant je vais renaître de mes cendres, faire un truc beaucoup plus gros, parce que la période du confinement, pour beaucoup, ça a été une période négative, et au final, toi, ça t'a permis de créer ce beau projet, quoi. Il y a deux choses, hein. Moi je le vois pas comme un échec. C'est un échec dans le sens où ça n'a pas abouti, oui. Mais ça a permis d'accoucher de Tomogro. Et pour deux choses, en fait, déjà même avant le confinement, je trouvais que ce premier projet avait un côté gadget. Okay. Et quand ça a un côté gadget, en fait, on n'a pas envie de donner toute son énergie, toute son âme dedans. Et j'ai une amie qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute ce podcast, qui m'a dit Jérémy, tu mérites un projet qui a plus d'envergure. Et aujourd'hui, je retrouve cette envergure et cette ambition dans Tomogro. Donc merci au confinement finalement pour avoir donné naissance à ce genre de choses. Et puis en plus, j'ai pu rencontrer Camille et on a pu cofonder ce projet grâce à ça. Donc je dis merci. Et toi, du coup, Camille, est-ce que tu avais d'autres projets d'entrepreneuriat ou... J'avais pas une très grosse relation à l'entrepreneuriat à l'époque. Enfin, la seule connaissance que j'en avais, c'était que je bossais dans une petite boîte, qui est quand même une grosse boîte maintenant, qui est une PME qui est dans la Vénois, qui s'appelle la Ferme du Pont des Loups. Et on était une petite équipe dans les bureaux. Donc j'étais amenée à faire plein de choses, notamment quand du coup le boss était pas là. Je reprenais plein de ses missions, notamment les rendez-vous clients, la RH, sachant que mon poste était de la communication à la base, je reprenais un peu tous les postes et ça me plaisait beaucoup et ça me permettait d'avoir cette conscience du poste à multifacette qu'est l'entrepreneuriat dans un domaine très précis et je trouvais ça hyper intéressant. Après, moi, à l'époque, ce que je m'étais dit, c'est que si j'avais envie de lancer mon projet, mais quand j'aurais 40 ou 50 ans, parce que pour moi, avant, j'avais besoin d'avoir de la bouteille, de mener mes expériences, etc. Mon objectif, à l'époque, c'était de rejoindre soit un incubateur ou une start-up, mais plutôt du côté employé, on va dire, pour avoir cette connaissance de l'entrepreneuriat et pouvoir avoir un premier pas. Et c'est là, du coup, que j'ai rencontré Jérémy.
Donc dans un premier temps, moi, mon but, c'était plus de venir l'aider dans son projet, mais pas forcément d'y participer. Et de fil en aiguille, on a fini par s'associer sur ce projet. Ah ouais, c'est trop bien. Et ouais, je tiens. En fait, Tomorrow, c'est pas mon idée, hein, c'est bien ce que je veux dire. C'est né des discussions qu'on a eues ensemble. Donc c'est un bébé à nous deux, quoi. Bah, ça, c'est génial parce que du coup, Jérémy, t'avais déjà un passé de projet d'entrepreneuriat, quoi. Et Camille, tu te voyais pas forcément entreprendre toi-même, c'était une idée pour plus tard. Yes. Et finalement, de fil en aiguille, tu te retrouves à la tête quand même d'une start-up. Et pour le coup, j'avais une question que beaucoup se posent, je pense. Qu'est-ce que ça vous a apporté de créer votre entreprise directement ou plus ou moins après vos études ? Moi, je pense que le fait d'être passé en effet par la case professionnelle, être salarié pendant 3 ans, même si du coup, le fait d'être dans une PME, donc une boîte à petite échelle, et de pouvoir aussi avoir des missions qui sont celles parfois d'un entrepreneur, c'était intéressant. Et ça permet d'avoir un premier pied dans le plat. Mais en même temps, ça permet d'avoir le côté professionnalisant parce que je trouve qu'à l'école, en tout cas, moi, j'ai pas eu un parcours d'apprenti, j'ai vraiment fait tout totalement en intégré. Donc, j'ai eu quelques expériences professionnelles, mais pour moi, elles étaient pas encore assez abouties pour que j'ai vraiment la démarche d'autonomie et de proactivité que j'ai pu acquérir justement sur mon premier emploi, même si ça a été que 3 ans. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses et de prendre conscience aussi de ce que j'aimais aussi dans le fait d'être managée. Je trouve que c'est important sur la manière dont j'étais managée ou les autres personnes de l'entreprise étaient managées et avoir un retour là-dessus sur ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas, ce que j'aurais voulu améliorer si j'avais été à la place justement de la personne qui était à la tête de la barque, quoi. Donc finalement, c'était un plus pour toi d'être salarié quand même avant. Moi, je trouve que c'était une bonne expérience et qui m'a appris beaucoup de choses. À la fois sur ce que j'aime beaucoup dans un métier, dans une boîte, et à la fois sur ce que j'aime pas et ce que je voulais pas reproduire. Ok. Et toi ? Moi, j'ai été salarié pendant 5 ans, parce que du coup, j'ai fait tout mon cursus en apprentissage. J'ai aimé le fait d'être salarié, mais ce qui était un peu embêtant dans le fait d'être salarié, pour moi, c'était le manque de liberté. Je pense que c'est bien d'être dans une boîte, mais moi je voulais être à l'initiative de mes projets et pouvoir gérer mes projets et pouvoir imaginer et créer des choses que j'aimais vraiment. Et je trouve que cette liberté, on l'a pas forcément quand on est salarié, et le fait d'entreprendre quand on est jeune, c'est quand même bien parce que tu es encore libre. En fait, tu n'as pas encore, non pas qu'une famille soit une attache, c'est compliqué, mais ça implique quand même des choses derrière. Et là, tu peux encore créer des choses, tu as l'imagination et l'énergie de la jeunesse. T'as pas forcément quand t'es plus âgé. Après, t'as moins de sagesse, tu fais plus d'erreurs, je pense. Mais autant faire les erreurs rapidement et améliorer. Parce qu'aujourd'hui, moi, si on me demande des conseils pour être entrepreneur, je peux pas dire ce qu'il faut faire, mais je peux te dire ce qu'il faut pas faire. Donc, moi, je conseille d'être entrepreneur jeune. C'est une belle chose. Et puis, en plus, aujourd'hui, la France motive beaucoup sur l'entrepreneuriat jeune. On a quand même une startup nation. C'est quand même vrai. Et ça t'apprend énormément de choses. Parce que du coup, tu sors de ta spécialisation que t'as appris à l'école pour développer des nouvelles compétences. Ça forge. Je pense que c'est bien d'être jeune et je pense qu'il n'y a jamais de bon moment pour être entrepreneur. Et ça peut être même peut-être encore plus compliqué, je dirais, quand t'es une femme, parce qu'à un moment donné, tu dis est-ce que je veux avoir des enfants ou pas, dans quel contexte, est-ce que c'est le bon moment. Et du coup, plus tu commences jeune l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, ça passe hyper vite. Au mieux c'est. Et à côté de ça, je me dis, si t'as pas le côté j'ai été dans une boîte, comment tu peux former des gens qui viennent dans ton équipe et savoir comment ils doivent s'adapter, quelles expériences ils ont pu avoir ailleurs, si t'as pas eu cet aspect-là. Après, si t'as l'aspect et que t'es très curieux pendant tes études et t'as déjà fait plein de boîtes en stage, etc., c'est aussi une expérience professionnelle, je pense, mais il faut quand même avoir... essayer d'être curieux et d'aller voir dans plein d'entreprises, que ce soit en tant que salarié ou en tant que freelance ou en tant que visiteur. Et après, à contrario, ce qui peut être intéressant aussi dans le fait d'entreprendre directement en sortant d'école, c'est que tout le formatage qu'on a dans la grande boîte, on l'a pas du tout, et du coup, on peut aussi créer de nouvelles choses. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais parcours. Je pense qu'il faut surtout faire ce que t'aimes et être convaincu, parce que c'est vraiment la conviction qui est le moteur premier. Si tu veux entreprendre et que tu veux faire juste 9h, 17h, c'est pas vrai, ça marchera pas. Je pense pas, en tout cas. Par contre, si tu es motivé, même que ce soit salarié ou entrepreneur ou intrapreneur, c'est ta motivation qui va faire la différence. Et cette motivation, elle vient de la passion pour moi, et donc il faut que tu sois passionné par le domaine dans lequel tu travailles. La passion, c'est vraiment le maître mot, quoi. Passion, motivation et détermination, quoi. Parce que tu auras des moments
difficiles, des moments où tout ne va pas bien. Si t'as pas la passion derrière, tu n'auras pas l'énergie pour surmonter l'épreuve, je pense. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Camille. En fait, je pense que chacun a des moteurs différents. Ok. Et moi, par exemple, mon moteur, je pense qu'il y en a plein, mais j'aime bien pouvoir faire plein de choses dans ma journée, rencontrer plein de gens qui font plein de métiers que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas été entrepreneur. Et moi-même, je peux faire plein de choses qui sont 1000 métiers. Et si j'avais bossé dans une autre boîte, même dans la plus petite des boîtes, j'aurais jamais pu faire tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant et enrichissant. En fait, c'est une aventure tous les jours et c'est ça qui est prenant. Enfin, moi, je trouve ça prenant. Ouais, après, oui, il y a le domaine d'activité, il y a les gens avec qui on bosse, il y a plein de choses. Mais je pense que chacun a sa motivation pour se lancer dans l'aventure et continuer surtout. Ça, puis il y a aussi le fait de... Moi, je trouve quand tu crées ton entreprise, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux créer la culture de ton entreprise. Tu peux créer la culture de ton entreprise, tu peux créer des rituels, des mythes, tu vois, juste le mur des victoires pour se rappeler tout ce qu'on a vécu, des petits rituels amusants dans les entretiens, des choses qui font que ton entreprise est unique et différente. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais ça, justement, j'y pensais ce matin en me disant en fait, j'ai trop hâte d'avoir ma propre agence de communication et tout pour installer en fait des rituels rien qu'à moi, mais pour tout le monde, tu vois. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de se dire en fait, notre entreprise, il y a que nous qui l'avons et personne d'autre a des contours de porte vert fluo, tu vois. Enfin, c'est bête à dire, mais ça fait partie de l'identité aussi de Tomorrow, et une identité, ça peut pas s'enlever. Enfin, c'est unique. Totalement. Et c'est ce qui fait, à mon avis, aussi en communication, que ton produit est bien, mais aussi ton image est différente. Et aujourd'hui, il faut pas faire mieux, il faut être dans la différenciation. Ouais, carrément. Faut se distinguer. C'est comme ça qu'on se fait repérer, quoi. Ouais. Mais du coup, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Jérémy, tu disais que maintenant, tu étais apte à dire aux jeunes en fait, les choses à ne pas faire pendant un projet entrepreneurial. L'année dernière, vous donnez des cours d'entrepreneuriat. Même ça doit être assez fou de se dire à 28 ans, je suis là devant une petite classe à dire... comment un projet se fait, comment est-ce qu'il faut faire, alors que même nous, notre expérience, elle est encore jeune, quoi. Alors, moi ça m'a pas trop choqué, parce que du fait de la jeunesse, on se dit on a quand même des choses à apporter. Ouais. Par contre, ce qui m'est arrivé récemment, c'est que mon tuteur d'apprentissage, du coup, qui a été mon tuteur pendant 3 ans, qui aujourd'hui a quand même de l'expérience, qui a une vingtaine d'années de plus que moi, un petit peu moins, m'a sollicité parce qu'il lançait aujourd'hui son entreprise, et il m'a demandé à moi de l'aider. Ah ouais. Et c'était un renversement des rôles qui était assez intéressant, puisque je suis passé du stade d'apprenti à apprenant, à quelqu'un qui était mon apprenant autrefois. Donc ça m'a fait un rôle d'effet, et ça m'a fait plaisir aussi, et on se rend compte qu'on a quand même, malgré le peu d'expérience qu'on a, parce que c'est quand même pas longtemps qu'on est en entrepreneuriat, on a quand même beaucoup de choses à donner. En tout cas, moi je trouve qu'on a quand même beaucoup de choses à partager. Pas toi, Camille, mais... Yes. Moi je trouve ça intéressant. Après je m'en suis pas forcément rendu compte, parce que pour moi c'est plus un retour d'expérience et un retour sur notre parcours. Alors on va pouvoir dire si, il y a plein de choses qu'on a fait, en fait on les fait par nous-mêmes, et autant au sein d'une entreprise il y a plein de gens qui font plein de choses dans l'entreprise, donc on n'est pas toujours au courant de ce que fait le voisin. Là quand on commence en tant qu'entrepreneur, on fait plein de choses, et du coup on a vraiment la vision à 360 de comment il faut commencer, là où ça marche pas, s'il y a quelque chose à faire avant l'autre pour pouvoir aller plus vite. Donc c'est intéressant. Après il y a 1000 manières d'être entrepreneur, je pense, donc ça dépend aussi des attentes des personnes, mais moi j'ai plus vécu ça comme un retour d'expérience, et je trouve ça hyper intéressant, parce que quand j'étais à l'ISA justement, le réseau c'était pas trop mon truc et je savais pas trop comment l'appréhender. Et à partir de ma sortie à l'ISA, j'ai commencé justement à faire appel à mon réseau, mais un peu difficilement, de manière un peu bancale, en me disant on verra si ça marche, etc. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon premier emploi. Et après, j'ai régulièrement appelé des gens pour avoir leur retour d'expérience, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur métier, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, c'est plus comme ça que moi, je vois la manière de donner des cours sur l'entrepreneuriat, en fait c'est une histoire parmi tant d'autres, elle pourra aider et challenger ou même inspirer, mais il y a plein d'autres manières de faire, et peut-être que ce sera une base pour le parcours ou pas, enfin ça dépend vraiment des gens. Ça pour le coup, pour avoir été votre élève pendant quelques mois, c'était hyper intéressant, vraiment j'ai beaucoup appris, quoi. Et de me dire qu'en fait vous étiez à ma place il y a quelques années, c'était pas il y a hyper longtemps non plus,
Mais enfin, je me dis, mais waouh, moi aussi, putain, j'aimerais trop donner des cours d'entrepreneuriat et tout, tu vois. Enfin, je trouve ça fou de se dire que, en fait, on a quelques années d'écart. Bon, un peu quand même, mais. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça non plus. Mais de se dire qu'il y a quand même un énorme écart d'expérience, tout ça, et qu'en fait, ce soit vraiment un échange entre jeunes, quoi. Ça, je trouve ça hyper inspirant et ça en a inspiré. Moi, ce qui m'a motivé aussi à le faire, c'est que du coup, quand j'étais à l'ICAM, on parlait pas encore trop d'entrepreneuriat. On commençait à en parler, mais c'était pas très très développé. Et du coup, j'étais un peu frustré de pas avoir ces genres de cours, de me dire voilà, je voudrais quand même échanger avec des gens qui en font. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Et on n'avait pas trop ça. Et moi, c'est toujours un truc qui m'a tenu à cœur. À tel point, je m'en souviens qu'à la fin de mes études, dans ma classe, la prof a demandé qui veut devenir entrepreneur. J'étais le seul à lever la main, dans une classe de 70. On était deux, il y a un deuxième, il n'était pas là jour-là. mais on était deux à avoir devenu entrepreneur. Que maintenant, je vois dans les nouvelles générations, donc je veux dire ça, il y a plus d'envie d'entreprendre, plus d'envie de... Je pense que c'est plus poussé aussi par les grandes écoles. Après, l'université, etc., je connais pas forcément le parcours. Mais nous, à notre époque, on avait un choix assez fermé et on connaissait pas forcément l'éventualité, toutes les choses qui étaient possibles de faire. Et notamment, moi, à l'ISA, à l'époque, l'entrepreneuriat, j'en avais franchement jamais entendu parler. Et pour moi, c'était même pas une option, en fait. Je m'étais jamais posé la question. Juste, j'avais des copains qui allaient reprendre la boîte de leurs parents et qui étaient pas forcément d'ailleurs motivés à l'époque pour le faire. Et c'est ça qui m'avait frustrée. Et je m'étais dit, c'est dommage, moi, si j'étais à leur place, j'aurais aimé le faire. Ouais. Et c'est plus ça qui m'avait un peu trotté dans la tête. Mais au final, c'était ressorti et sur le coup, j'en avais pas fait grand chose. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je vais encore à l'ISA régulièrement. Pour X ou Y raison, et c'est des cours qui sont donnés et on voit qu'il y a vraiment une volonté de transmettre ça. Donc je trouve ça hyper intéressant. Ouais, carrément, c'est trop bien. Et ça, faut vraiment que ça se développe en France, parce que je trouve que c'est encore trop peu expliqué, quoi. Des retours d'expérience comme ça. Après, je pense aussi que culturellement, la France, c'est pas forcément là où on croit que c'est facile d'entreprendre, alors qu'on a quand même beaucoup d'aide en France pour entreprendre. Ouais. Mais c'est très accompagné. Aussi. Très accompagné, voilà. Par contre, est-ce que culturellement, on a l'habitude de l'entrepreneuriat? Non. On n'a pas la culture du risque en France. On n'a pas la culture du risque, ouais. Mais ça, c'est bien dommage. Mais par contre, en Chine, ils ont la culture du risque, non? Parce qu'il me semble que vous avez fait un voyage d'affaires un peu... en Chine, du coup. Alors j'y suis allé seul avec la délégation française d'entrepreneurs français qui ont été invités par Huawei. Ouais. Donc on a été invités une semaine par Huawei pour aller découvrir l'écosystème asiatique et surtout chinois. Donc on a fait 2 jours à Hong Kong et 5 à Shenzhen. Donc Shenzhen, une des plus grandes villes industrielles chinoises. Et effectivement, ce qui en est ressorti là-bas, moi ce qui m'a impressionné le plus, c'est l'énergie. Ils ont une énergie entrepreneuriale et une ambition qui est 15 fois plus grande que celle que nous on peut avoir. Et je pense que c'est important de s'ouvrir à ce genre de choses aussi pour ramener cette énergie chez nous et ne plus voir les barrières mais voir les possibilités. Et moi j'ai vraiment aimé ce voyage parce que c'était vraiment tout est possible, tout est réalisable et quand on est entrepreneur là-bas, il y a une sorte d'aura qui est un peu on est un peu plus respecté, je sais pas comment te dire, admiré, pas admiré mais s'admirer, ça fait un côté. Respect. Mais il y a cette côté, tu prends des risques et c'est extraordinaire. Ok, ouais. Voilà. Et du coup, tu dis oui, ce que je fais, ça a du sens parce que ces gens-là, ils comprennent. Et j'ai adoré ce voyage parce que je suis revenu vraiment avec une énergie. On va tout casser, quoi. On va tout casser. Bon, je leur ai balancé dans la figure aussi. Ici, en revenant, ils étaient peut-être pas prêts. Et il y avait un petit décalage, mais j'ai adoré cette expérience parce que. Et c'est, tu vois, ce genre de voyage, j'aurais pas pu le vivre sans ça. Après, à côté de ça, l'entrepreneuriat, t'as des moments difficiles, mais t'as des moments aussi extraordinaires. Parce que quand tu te dis, je vais partir une semaine invité par Huawei, donc qui est quand même une immense entreprise, hein. Huawei, c'est 5 fois EDF en France, hein. Tu te dis, tu vas vivre des choses que tu n'aurais pas vécues et tu vas connaître des choses que tu n'aurais pas vécues si tu avais été simplement dans une boîte salariée, quoi. Et puis c'est une opportunité incroyable parce que est-ce que t'as pu présenter Tomorrow là-bas en Chine? Alors j'ai pu présenter Tomorrow là-bas en Chine, j'ai eu d'excellents retours, des gens impressionnés par notre initiative. Et ce qui en est ressorti aussi là-bas, c'est qu'en fait ils aiment beaucoup la France, la Chine. Okay. Et ce qu'ils trouvent intéressant, c'est l'écosystème innovant français. En fait, la France et la Chine sont quand même des vieux amis, faut le savoir. Et ils trouvent que l'écosystème français est très innovant, mais manque, c'est leur analyse, mais manque un peu d'ambition. Et eux, ils ont cette ambition.
Et donc, ils trouvent que la collaboration franco-chinoise peut être vraiment très bénéfique. Et j'ai vraiment eu un bon retour. Et ils m'ont expliqué aussi ce que eux pouvaient nous apporter. Oui. Voilà. Et leur culture d'affaires est hyper immersive. Moi, je me souviens d'un événement que j'ai vécu là-bas. Il y a un rendez-vous qui s'est calé à la dernière minute, qui s'est calé pour le lendemain à 8h. Il était 19h30, je crois. Et on a pu tout préparer pour le lendemain. Et j'ai été avec ma traductrice et j'ai dit comment on va faire. Il est 19h30. Elle dit c'est pas grave. Et du coup, on a bossé ensemble pour le lendemain matin parce qu'il y a l'énergie, on y va, tout est possible. Et c'est extraordinaire. Et ça s'est très bien passé le lendemain. Mais c'est trop bien. Et suite du coup à ce voyage d'affaires, quelles sont les suites de Tomorrow? Est-ce que ça t'a inspiré du coup à inventer de nouvelles micro-fermes, ou comment est-ce que vous voyez maintenant l'avenir, parce que ça se développe quand même pas mal? Ce qui est ressorti de la Chine, c'est potentiellement des partenariats là-bas, parce qu'ils ont aussi ces problématiques que nous on a en France. Donc notre modèle est quand même duplicable sur leur solution. Et après, ce qu'on imagine pour l'avenir, nous, c'est un impact fort. J'imagine en tout cas, moi. Et pour avoir un impact fort, il faut de grands moyens. Yes. Donc commencer d'abord par la région. Là, aujourd'hui, on est en train d'implanter pas mal de micro-fermes. Donc on en installe une d'ailleurs chez Otera, là, à Avelin. Et ensuite d'aller du coup sur du national. Aujourd'hui on a déjà des demandes du coup au niveau national, partir ensuite sur l'international et pourquoi pas sur du mondial par la suite. Chaque chose en son temps, on va commencer par le début, mais ça démarre très bien. C'est pour ça qu'on fait une levée de fonds aujourd'hui, c'est pour taper vraiment plus fort, avoir beaucoup plus d'impact avec une équipe plus conséquente, autant sur la logistique que sur la construction que sur l'équipe dirigeante. On se structure vraiment plus grand. C'est trop bien. Et quels conseils vous avez à donner à des jeunes qui souhaitent entreprendre dans le milieu agricole ou pas? Déjà, oser. Après, une fois que vous avez mis un pied dedans, vous êtes parti, donc il suffit de faire le premier pas. Après, des fois, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas, des fois même dans la même minute ou la même journée. Mais c'est assez impressionnant. Mais dans tous les cas, c'est une aventure très prenante et où on apprend beaucoup de choses. Dans tous les cas, vous allez apprendre si vous vous lancez là-dedans. Et après, donc osez aussi contacter si vous avez des personnes que vous voulez contacter pour avoir des informations, connaître leur parcours ou avoir un échange ou si elles peuvent vous apporter quelque chose. En général, on n'ose pas des fois contacter des gens parce qu'on se dit non, ils vont pas avoir le temps, c'est des personnes importantes ou quoi ou qu'est-ce. Alors qu'en fait, ces personnes-là, en général, elles sont très contentes de nous répondre et de partager leur expérience. Justement, c'est aussi quelque chose qu'elles souhaitent faire après, du coup, avoir réussi de leur côté sur leur projet. Moi, je dirais deux choses. Déjà, faites-le, ça, comme Camille a dit, mais surtout, écoutez tout le monde, mais décidez-vous. Oui. Parce que des fois, quand on écoute tout le monde, on n'avance plus. Moi, j'avais tendance à écouter personne. Je suis l'inverse de Camille là-dessus. J'aime pas écouter les autres parce que ça m'influence. Mais je pense qu'il faut écouter tout le monde parce que c'est important. C'est une grande force que Camille a. Mais il faut aussi décider soi-même. C'est ton projet. C'est à toi. Donc même si tout le monde te dit c'est pas une bonne idée, il faut comprendre pourquoi ils disent que c'est pas une bonne idée. Mais des fois les gens, tu vois, j'aime bien, il y a une phrase d'Henry Ford qui disait si j'avais écouté mes clients, j'aurais jamais simplement fait un cheval qui court plus vite. Il aurait pas inventé la voiture. Donc oui, il faut écouter tout le monde, mais il faut décider seul. Et deuxième chose, c'est sur le domaine là que tu nous as posé en question, sur pourquoi dans le végétal, dans le rural, c'est que on va avoir besoin de vous. On va vraiment avoir besoin de vous. C'est pas un domaine qui est gadget, c'est un domaine où en fait, tout est à l'origine. C'est à l'origine sans nourriture, on a beau avoir une voiture électrique, si on n'a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture. Et avec tout ce qui va se passer dans le réchauffement climatique, on va avoir besoin de solutions, de personnes innovantes pour trouver ça, pour avoir des cultures qui soient encore plus efficientes et plus respectueuses de l'environnement. Et je pense que ça passera par la technologie, de mon point de vue. Pour moi, je ne prône pas la décroissance, je l'avoue, mais il nous faut des gens intelligents et des gens qui osent trouver des solutions nouvelles. Je pense que l'agriculture, c'est quand même un domaine hyper important, comme le disait Jérémy, parce que l'alimentation, c'est quand même la base de toute vie, en tout cas humaine et même sur Terre. Et il y a le sujet il va falloir savoir produire en s'adaptant aussi aux aléas climatiques. Aujourd'hui, il y a quand même des choses assez étranges qui se passent sur Terre. Et le deuxième sujet, c'est aussi de pouvoir reconnaître aussi que l'alimentation, c'est important et que les agriculteurs sont importants. Toutes les formes d'agriculture. Parce que des fois, on mange tous les jours, les gens arrivent au supermarché, mais ils se rendent pas forcément compte que en fait, le légume, le fruit, la viande, elle n'est pas apparue en claquant des doigts au petit matin, mais il y a eu toute une histoire et une traçabilité et des gens qui ont produit du coup cette alimentation grâce à laquelle tout le monde est en vie aujourd'hui. Donc c'est important.
Ouais, je voudrais quand même faire un dernier conseil, je suis désolé. Mais c'est aussi, moi j'ai envie de te dire, faut être optimiste et faut être rêveur. Parce que si tu n'imagines pas ce que peut être ton projet, ta vision, c'est difficile de la partager aux autres non plus. Et même quand tu as déjà ça, c'est déjà difficile de la partager à tout le monde. Faut pas avoir peur de rêver, faut pas avoir peur d'imaginer que tu puisses faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et ne limite pas tes ambitions, au contraire. Tout est possible. Tout est possible, ouais. Mais il faudra travailler en conséquence. Ouais. Bah, ça c'est sûr. Et c'est une belle phrase de fin. Tout est possible, mais il faut travailler. On n'a rien mais sans tout rien. est possible quand même. Oui. Moi j'avais un manager qui me disait, il n'y a que dans le dictionnaire que succès arrive avant travail. Alors c'est une phrase cliché. C'est l'ordre alphabétique en fait. C'est ça, voilà. Exactement. Et c'est le seul endroit où ça marche. Parce que sinon, ouais. dans le reste, c'est toujours du travail. Et le travail paie toujours. Même si, pas forcément comme tu l'aurais imaginé, mais le travail paiera toujours. Ouais. Bon, bah merci en tout cas à tous les deux pour le temps que vous avez pris pour cet échange. Bah, merci à toi d'être Merci venu à nous voir toi, Manu. et d'avoir pensé à nous. Bah ouais, avec grand plaisir. Hein. Un petit générique de fin. Ouais, voilà, il y aura le générique de fin. Faire le générique de fin si tu veux. Mais dans tous les cas, je pense que je vous identifierai. Si tu veux. On peut faire le... C'était Daily Shopping, t'as pas reconnu?